Je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans et je suis une femme. Après avoir rencontré 10 femmes en sciences qui changent le monde et qui ont clairement changé ma vie, il est temps que je vous parle du bilan de ma quête. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai terminé ma quête et je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos. On a lancé les premiers épisodes du balado en septembre 2022. J'ai participé à quelques émissions radio. On s'intéresse à un balado ce matin des Rachel qui changent le monde. Et j'ai reçu plein de messages de mes amis qui ont beaucoup aimé l'écouter. C'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant. Écoute, ça me met les larmes aux yeux. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. On peut dire aussi que je suis devenue une militante plus qu'active. J'ai participé à plusieurs actions lors de la COP15 sur la biodiversité qui a eu lieu à Montréal en décembre 2022. En gros, c'est une réunion mondiale où les pays se rassemblent pour fixer, ensemble, de nouveaux objectifs pour les 10 prochaines années. Avec d'autres militants et militantes, on a dénoncé la présence de CropLife, le plus gros lobby des pesticides et des OGM, devant leur salle de conférence. Ça peut paraître choquant d'entendre ça, mais oui, ils étaient bien présents à la COP15. On était déguisés en abeilles et en papillons monarques, aspergés de glyphosate et réduits au sol. Une triste mise en scène pour montrer une partie seulement des nombreux impacts que causent les pesticides. Avec d'autres citoyens et citoyennes engagés, on a participé à une action devant l'Assemblée nationale pour demander à la province, entre autres, d'interdire l'utilisation et la vente du glyphosate, le pesticide le plus utilisé au monde. Il y en a trop, les pesticides. Et d'un point de vue personnel, ça a aussi été mouvementé. On a acheté une maison avec mon chum et on a adopté nos petits Willow. Et des fois, il l'accompagne à la guitare. J'ai embarqué sur le CA de la ferme bio à côté de chez moi et j'ai organisé la marche du jour de la Terre à Bécomo. C'est une mobilisation nationale parce qu'ici aussi à Bécomo, ces crises nous touchent. Avec notre groupe citoyen Transition Manicouagan, on promouvoit la participation citoyenne à l'échelle municipale et aux séances publiques. Donc ma question est la suivante. Allez-vous envisager éventuellement de revoir la réglementation sur l'usage esthétique des pesticides en s'inspirant d'autres villes pionnières? Parce que je suis convaincue que la voix citoyenne doit être entendue. Puis j'ai fini par prendre une pause pour me remettre de tout ça. Pour être honnête, cette quête, elle m'a jamais quittée. Ces rencontres, elles reviennent souvent dans mon quotidien et dans mes réflexions. Quand je prends la parole devant les élus pendant un conseil municipal, je pense à Claire Bolduc. Quand il y a des projets sur le territoire qui manquent d'acceptabilité sociale, à Geneviève Paul et ce que le droit pourrait faire pour nous aider. Quand je fais du bénévolat pour ma coop maraîchère bio, je pense à Véronique Bouchard, fermière de famille qui nourrit sa communauté. Quand je vois des voisins qui épandent des pesticides sur leur cour, à Louise et Noétier, et l'impact sur les oiseaux qui s'alimentent là. À l'épicerie, je pense à Maryse Bouchard et ses recommandations quant aux produits les plus à risque. À la manière d'un casse-tête, chaque femme m'a apporté un quelque chose, une pièce de compréhension. Et avec tout ça, faut que je fasse un résumé. Réussir à faire sortir les notions, les points clés, l'histoire, les impacts, les avancées, ce qu'il faudrait améliorer. Faire le tri dans tout ce contenu beaucoup trop intéressant. Ma famille et mes amis pourraient vous dire qu'être brève et concise, c'est pas ma plus grande force. Et en plus, faut que je trouve une structure qui va vous intéresser. Après avoir terminé le montage du dernier épisode du balado, tout est devenu clair, ou presque. Il est 4h30 du matin, et à l'heure où je pense à tout ça, je peux vous dire que la sortie Pipi de Willow a jamais été aussi productive. C'est parti. Rachel Carson. Cette aventure a commencé quand j'ai lu Printemps silencieux. Si vous vous en rappelez,
Un ami m'en a conseillé la lecture. En fait, cet ami, ou plutôt ses amis, c'est mes collègues de Vigilance OGM, une petite OBNL qui travaille sur la question des OGM et de leurs pesticides associés. Faut savoir qu'au Québec, 100% des plantes génétiquement modifiées le sont pour tolérer un ou plusieurs pesticides. Bref, Thibaut, ça fait près de 15 ans qu'il travaille là, et Laure, presque 5 ans. Spoiler alert, il est fort probable que vous fassiez la connaissance de cette Rachel surprise, un peu plus tard dans l'épisode pour jaser perspective. L'équipe voulait faire un balado. Et parce que j'ai développé une passion pour les balados pendant la Covid, parce que j'aime l'environnement et rencontrer les humaines et humains qui changent le monde, j'ai accepté de me lancer dans l'aventure. On s'entend qu'à l'époque, comme beaucoup de monde, j'avais des connaissances quasi nulles sur le sujet. Rachel Carson, c'est vraiment une femme inspirante. Et j'avoue que j'ai pleuré plus d'une fois en lisant Printemps silencieux. C'est frustrant de réaliser qu'à 60 ans, il y avait déjà plein de connaissances scientifiques qui montraient les conséquences des pesticides. Et Rachel Carson, elle fait partie de ces femmes qui ont eu le courage de sonner l'alarme. Les produits chimiques sont des partenaires sinistres et peu reconnus des radiations qui modifient la nature même du monde, la nature même de la vie. Parce que toute cette histoire m'a brassée et questionnée, je suis partie sur les routes du Québec, le livre à la main, à la rencontre de femmes en sciences comme Rachel Carson qui ont travaillé sur les pesticides. J'avais besoin de comprendre ce qui a changé depuis 60 ans. Mes collègues m'ont d'abord mis en contact avec la sociologue Louise Van Laak. Elle m'a parlé de Rachel Carson, de son livre, et m'a fait une belle introduction sur ce gros et complexe dossier. Ce livre de Rachel Carson est absolument fabuleux. C'est une scientifique très rigoureuse qui amorce un travail de pédagogie absolument incroyable sur la santé environnementale. Cet ouvrage est un ouvrage qui nous rend plus intelligents parce qu'elle met en évidence que ce qui va être atteint, c'est non seulement certains nuisibles, entre guillemets, mais c'est l'ensemble du vivant. L'industrie a tenté de rabaisser Rachel Carson. Les grandes accusations dans les livres de Madame Rachel Carson, Printemps silencieux, sont des grosses distorsions des faits, complètement insoutenables par l'évidence expérimentale scientifique et l'expérience pratique générale dans le domaine. Mais elle leur a fait face et a tenu bon. Le public était invité à accepter ces produits chimiques, à accepter leur utilisation. Et ils n'avaient pas une vue d'ensemble de la situation. J'ai dit qu'il fallait rétablir l'équilibre. Louise m'a dit que quand des gens font un travail pionnier comme le sien, ils n'ont pas le loisir de se tromper. Et elle a tout vérifié de façon extrêmement rigoureuse. C'était tellement sensé ce qu'elle racontait que de nombreux politiciens et politiciennes ont commencé à dire qu'il fallait absolument que les choses changent. Et elle a été à l'origine de l'Agence de la protection de l'environnement aux États-Unis et quelques années plus tard, le DDT a été interdit. Les femmes en sciences. Ce qu'a subi Rachel Carson à son époque, cette tentative de décrédibilisation, elle n'a pas été la seule à le vivre. Quand j'ai rencontré ces Rachel qui changent le monde, elles m'ont parlé d'enjeux qui les touchent, comme celui d'être une femme en sciences. Leur témoignage m'a marqué et résonne encore dans ma tête. Définitivement, il y a beaucoup d'enjeux à être une femme en sciences. C'est un plaisir, d'abord et avant tout. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la recherche, mais il faut leur laisser la place. Hein? Je me suis jamais arrêtée à dire « Est-ce que je suis une femme puis que je devrais faire attention? » Non, j'y vais. Ma propre mère est chercheuse, professeure à l'université, donc je savais que c'était possible. Il y a toujours eu des grandes femmes en sciences de tout temps. C'est beaucoup plus difficile de s'imposer. Les hommes sont quand même plus prompts à prendre la parole. Certains qualificatifs étaient liés aussi au fait que je sois une femme, on tentait de me discréditer. Les gens qui occupent les postes de décision, ce sont davantage des hommes. Le dirigeant, à la fin de la rencontre, au lieu de me serrer la main, m'a donné un bec sur le front. Au final, ça contribue quand même à invisibiliser la place des femmes. Leur principal enjeu a été d'être reconnue pour ce qu'elles faisaient. Ça implique d'être très, très rigoureux, mais ça implique aussi de travailler 3 fois plus. Les femmes se surpréparent par rapport aux hommes, donc elles ont tendance à réduire la fréquence de leur prise de parole dans l'espace public. Les femmes
ont une sensibilité puis une intelligence qui leur permet de voir le monde de façon différente. Une possibilité d'éclairer autrement la réalité. On n'abordait pas nécessairement les questions scientifiques de la même façon, mais on se complétait quand même assez bien. J'ai 2 jeunes enfants que j'ai eus durant mes études graduées. Effectivement, si on regarde mon CV, j'ai pas autant de publications scientifiques que d'autres chercheurs du même nombre d'années, tout simplement parce que j'ai eu plusieurs enfants. Si elles ont moins de publications, elles lèvent moins de financement, ben peut-être qu'elles sont considérées comme moins productives. J'ai des filles qui chauffent des tracteurs autant que des gars. Pendant toutes mes études, j'ai toujours fait partie de la gang des boys, la gang des gars. Puis j'avais eu des bourses, moi, de recherche sur la base de femmes en sciences. J'ai contribué à fonder un réseau de femmes en environnement. Je sais que c'est pas la même chose dans tous les pays, donc on a quand même cette chance-là. Comment on peut donner une voix aux femmes en sciences dans le domaine? Moi, j'ai toujours fait comme je le fais, point. L'histoire des pesticides. C'est bien dans la foulée de la dernière guerre mondiale que se sont développés les pesticides. Quand j'ai commencé cette quête, j'ai voulu comprendre l'enjeu dans sa globalité. Et pour ça, il faut connaître son histoire. Louise Van Laak m'a expliqué que pendant cette guerre mondiale, de nouvelles substances chimiques ont été découvertes, ce qui a drastiquement changé notre rapport à l'agriculture. Pour contrer la crise alimentaire de l'époque, l'objectif a été d'augmenter la production. Pour ça, on a pensé qu'il fallait éliminer tous les nuisibles, mais en les utilisant de manière excessive et non ciblée, les pesticides ont affecté l'ensemble des écosystèmes. Des populations entières ont été aspergées, incluant même les humains. Après 1945, la guerre aux vivants prend son funeste essor. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur une émission vieille de 50 ans. Ils tuent les insectes, ils éliminent les moisissures, ils détruisent les mauvaises herbes. Ce sont bien les 3 qualités des pesticides. Ils sont également toxiques, dangereux à l'emploi et polluants pour la terre, l'eau et l'air. Malgré les connaissances liées à leur toxicité, pourquoi les pesticides se sont répandus aussi facilement, aussi largement en agriculture ? Claire Bolduc, agronome et préfète du Témiscamingue, m'a répondu. 1. C'est facile à utiliser. La recette. OK? C'est facile à utiliser. 2. Ça coûte pas cher. Relativement au temps que tu dois mettre dans un champ quand tu veux suivre une culture, ça coûte pas cher. 3, malgré les coûts que ça représente, les coûts d'achat et les coûts de disposition, momentanément, ça fait le travail qu'on veut que ça fasse. Les gens, ils n'utilisent pas des pesticides parce qu'ils veulent sciemment empoisonner des citoyens ou rendre la bouffe impropre à l'alimentation. C'est un des moyens mis à leur disposition pour faciliter leur travail. Ça, c'est une nuance vraiment importante. Et j'ai rapidement compris que les agriculteurs et agricultrices sont en fait les premières victimes. Mais j'y reviendrai. Ce qu'il faut comprendre des pesticides, c'est des produits créés en laboratoire qui vont faire des réactions chimiques. Imaginez qu'il existe des milliers de pesticides différents. Il y en a plus de 6000 autorisés au Canada et des centaines de nouveaux sont homologués, ça veut dire autorisés chaque année. Les impacts. Les pesticides ont toujours été utilisés en application foliaire, donc ou au sol ou bien par avion. Beaucoup dans les années 80, les pesticides étaient appliqués par avion. Et les néonicotinoïdes, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pesticides systémiques. L'entomologiste Geneviève Labrie m'explique qu'il y a différentes manières d'employer les pesticides. Les néonicotinoïdes, par exemple, sont utilisés pour enrober une semence et vont rentrer dans la plante. Ce qui est le fun, c'est qu'on a besoin de très peu de quantité. Ce qui est moins le fun, c'est qu'ils vont prendre beaucoup plus de temps à se dégrader dans les écosystèmes. Puis aussi, on a pu établir que les flaques d'eau qu'il y avait dans les champs, qui avaient été semés, jusqu'à 1 mois plus tard, on trouvait des quantités de néonicotinoïdes assez élevées pour tuer des abeilles ou d'autres insectes qui pouvaient aussi venir s'abreuver dans ces flaques-là. Ce que Geneviève et ses collègues ont démontré, c'est que seulement 2% du produit autour d'un grain de maïs va rentrer dans la plante. En gros, tout le reste, ou plutôt la quasi-entièreté du produit, va rester dans le sol, être envoyé dans les cours d'eau, s'envoler en poussière ou être pris par les autres plantes. Et son étude a révélé qu'au Québec, l'usage des néonicotinoïdes était injustifié dans 95% des cas.
Des impacts causés par les pesticides, il y en a des tas. Sans surprise, Louise Noétier, biologiste à l'INRS, m'explique qu'il y a de moins en moins d'insectes volants et au sol. Et l'effondrement des populations d'invertébrés cause un effet en cascade sur les autres niveaux de la chaîne alimentaire. L'écosystème tend à s'autoréguler. Puis quand l'humain intervient avec des pressions majeures comme les changements climatiques, la fertilisation intensive, les pesticides, on dérègle le fonctionnement, puis là, l'écosystème devient fragile et un peu dépendant d'une intervention perpétuelle de l'homme. C'est difficile de rétablir l'équilibre une fois qu'il est perturbé. C'est comme vouloir que le château de cartes reste droit alors qu'on a enlevé des cartes. Avec l'accélération des changements climatiques et la destruction des habitats, les organismes vivants ont beaucoup de difficultés à s'adapter à une vitesse suffisamment grande. Vous savez, encore maintenant, on estime au Canada que c'est plus du tiers des oiseaux des champs qui ont été éliminés. Et beaucoup d'entre eux sont insectivores. Quand on n'entend plus les oiseaux chanter, c'est un cri d'alerte. Et on entre dans une ère qui est caractérisée par certains scientifiques d'extinction massive accélérée. D'où nos printemps de plus en plus silencieux. Mais le terme pesticide englobe les insecticides, les fongicides, puis les herbicides. En fait, ça veut dire ce qui tue l'insecte, ce qui tue le fongique, ce qui tue les herbes, donc les plantes. Donc, forcément, on va aussi affecter d'autres organismes vivants. Si on met des fongicides, on va peut-être affecter aussi tous ces organismes fongiques qui sont bénéfiques dans le sol. On va détruire des plantes qui ne sont pas nécessairement nuisibles. Qui de mieux que Véronique Bouchard, agronome et fermière de famille de la ferme aux petits oignons, pour me définir ce qu'est un pesticide. Elle m'explique qu'en agriculture, les mauvaises herbes qu'on essaye de tuer peuvent fournir en réalité de la nourriture aux insectes pollinisateurs qui sont bons pour les cultures, mais aussi aux prédateurs qui régulent les insectes que certains peuvent juger nuisibles. Le sol, c'est une ressource très précieuse qui prend des milliers d'années à se former et qu'on peut détruire seulement en quelques décennies. Il y a toute une vie du sol, là, des milliards d'organismes vivants dans une poignée de sol. Là. En agriculture biologique, on a toujours eu cette philosophie-là de nourrir le sol, puis le sol, par la suite, nourrit la plante et un sol en santé va produire des plantes en santé. La survie de tout le vivant dépend de la santé du sol. Avec le temps, on a réalisé qu'on étudiait la toxicité d'un pesticide isolé, mais quand on le met dans l'environnement, il peut prendre différentes formes et peut empoisonner tout le vivant. Au bout du compte, on le retrouve même dans nos rivières. Toutes nos rivières en milieu agricole sont fortement contaminées par les pesticides, ça c'est certain. Lise Parent, écotoxicologue, m'explique que malgré les programmes mis en place pour réduire la contamination des cours d'eau par les pesticides, on voit toujours une augmentation de la concentration et de la fréquence de nombreux de ces produits. Sa forme chimique, telle qu'elle est commercialisée, peut être transformée une fois qu'elle est dans le milieu. Avec la bioaccumulation, plusieurs produits de dégradation des pesticides s'accumulent dans les organismes vivants et atteignent des niveaux critiques chez les poissons au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont également présents dans les eaux souterraines, utilisées pour alimenter les puits et les usines de traitement d'eau potable. On a affaire à une pollution diffuse, contrairement aux autres types de pollution comme industrielle, urbain, où est-ce qu'on a un effluent, un bout de tuyau qu'on appelle. Là, c'est diffus. Alors, ça vient de où, ces pesticides-là? On pense beaucoup trop au local, mais les répercussions sont au niveau national et international parce qu'à cause du ruissellement, les échanges, les courants marins font en sorte que les eaux qui sont contaminées, puis même avec tout le cycle de l'eau, là, c'est pas tellement long qu'on va... les contaminants vont se répandre sur des grandes surfaces et des grandes superficies. Le prix humain. Les pesticides, là, c'est les seules molécules qu'on sait être toxiques, qu'on épand volontairement dans l'environnement. Quand j'ai commencé ce balado, je ne savais pas dans quelle mesure chacun de nous pouvait être impacté. J'apprends de Maryse Bouchard, à l'époque chercheuse et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qu'en fait, personne n'est épargné. À peu près 95% des gens qu'on irait échantillonner, on trouverait des pesticides.
On ne peut pas échapper à cette exposition-là. Je lui ai demandé comment ça se fait. Comment on est exposé à autant de pesticides? Bien, on pense qu'en réalité, il y en a dans tellement de denrées alimentaires. C'est la source principale d'exposition pour la population générale, à tout le moins. C'est surtout les fruits et légumes là, qui sont les produits contaminés, qui vont donc contenir des résidus de pesticides. On se recontamine probablement à chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Bon, là, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de manger des fruits et des légumes. Même si c'est pas toujours évident de manger bio, que c'est pas accessible à tous, que ça soit par manque de ressources financières ou celles et ceux qui vivent loin et qui n'ont pas nécessairement le choix, Maryse, elle m'a partagé quelques recommandations. 1. Évidemment, si possible, consommer des fruits et des légumes sans pesticides. 2. Si on peut pas, alors essayez de consommer les aliments avec peu de résidus de pesticides. Et pour nous aider, un organisme de chercheurs, l'Environmental Working Group, sort à chaque année un guide du consommateur avec un top des produits contenant le plus et le moins de pesticides. En résumé, ceux qui reviennent très souvent au top de la liste, c'est les fraises, les pommes, les cerises, les épinards, les raisins, les pêches. Donc pour cela, si on peut se le permettre, on peut les acheter bio. D'après les résultats d'un plan de surveillance des résidus de pesticides de la MAPAC, les fruits et légumes du Québec affichent des taux de conformité très élevés et supérieurs par rapport aux produits importés. Alors, on peut favoriser les produits qui contiennent peu de résidus comme les carottes, les patates douces, les champignons, les oignons, les asperges, les choux et prioriser le local. S'il y a des populations plus vulnérables aux pesticides comme les femmes enceintes et les enfants, il n'y a pas que l'ingestion comme source d'exposition. On peut aussi être exposé par l'inhalation, notamment quand on pulvérise les pesticides, ou encore par le contact avec la peau. Et alors, les personnes les plus à risque sont les agriculteurs, les agricultrices, leurs proches, les riverains. Et si j'ai à partager une chose choquante que j'ai appris dans cette quête, c'est que celles et ceux qui nous nourrissent ne sont même pas bien protégés. Et ça, c'est vraiment fâchant. Il y a une emphase assez importante qui est mise sur l'utilisation d'équipements de protection individuelle, qui est, à mon avis, pas une bonne idée. Et porter ces équipements, c'est pas réaliste dans les conditions actuelles. Imaginez être couvert de la tête aux pieds et porter une combinaison imperméable sous le soleil à 35 degrés. D'autant plus que certains pesticides sont capables chimiquement de passer au travers des tissus et que les travailleurs et travailleuses peuvent se contaminer simplement en enlevant leur équipement de protection individuel. C'est certain qu'on n'est pas toutes et tous exposés à la même intensité. Plus la durée d'exposition aux pesticides est longue, plus les risques sont élevés. Il y a beaucoup d'études pour l'instant qui pointent pour dire que l'exposition aux pesticides pourrait augmenter les risques de maladie de Parkinson. D'autres études pointent sur des effets de perturbation endocrinienne qui pourraient toucher, par exemple, la fertilité, notamment des femmes, des hommes. Il y a plusieurs études qui ont montré un lien entre l'exposition aux pesticides et le développement de différents types de cancers. En 2015, le glyphosate a d'ailleurs été catégorisé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Quand on parle des pesticides, là, c'est quand même difficile parce que c'est des centaines, même je pense peut-être des milliers de molécules différentes qui peuvent donc avoir des effets différents. En réalité, les pesticides, on les retrouve vraiment un peu partout. Et cerise sur le gâteau, notre exposition simultanée à ces nombreux produits implique un effet dit cocktail qui n'est pas évalué au moment de l'homologation des pesticides. Aujourd'hui, on n'a pas une idée claire de ce à quoi on s'expose, mais on en subit tous les effets nocifs. En fait, on estime à 385 millions par année les cas d'empoisonnement grave et non intentionnel aux pesticides et à 11 000 le nombre de décès annuels liés aux pesticides dans le monde. Donc, ce n'est pas une question négligeable. Hein? C'est une question importante en termes de santé publique. C'est évidemment très clair qu'il y a un impact sur le droit à la santé. C'est un droit humain, un droit fondamental, le droit à la santé, de la même manière que le droit à l'alimentation, à une alimentation saine et suffisante. En droits humains, ces droits-là sont placés sous un chapeau plus large qu'on appelle le droit à un niveau de vie adéquat. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner le droit à un environnement sain.
depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment reconnu comme un droit fondamental, comme un droit humain. Et ça, évidemment, je pense que Rachel Carson le démontre aussi, mais à quel point une utilisation excessive de pesticides ou une utilisation qui n'est pas faite de manière à préserver nos droits, le droit à la santé, etc., a aussi un impact considérable, évidemment, sur la biodiversité, notamment, et donc, par ricochet aussi sur notre droit à un environnement sain. Et ce droit-là est pour nous, mais aussi pour les générations futures. C'est notre droit d'être informé dans ce qu'on appelle des décisions qui peuvent affecter nos vies, finalement. Le constat, après 60 ans. Depuis la publication de Printemps silencieux, il y a eu un appel à la conscientisation énorme et ça s'est transmuté dans une prise d'action politique, citoyenne et aussi des institutions, même des entreprises. T'sais, les applications sont vraiment mieux contrôlées, plus ciblées. Il y en a encore, c'est malheureux, mais on n'utilise pas de façon aussi intensive les pesticides qu'on les utilisait auparavant. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de grands drames comme il y en avait dans le livre de Rachel Carson, avec l'épandage de pesticides aussi nocifs que le DDT et un peu de partout. Depuis 2001, le Québec est la seule province à ne plus épandre sur les forêts par voie aérienne. Mais ailleurs au Canada, on continue d'arroser des milliers d'hectares de forêts, ce qui les rend plus vulnérables aux incendies et qui sont pourtant en recrudescence avec les changements climatiques. Il y a quand même des exceptions à mentionner à cette interdiction, même au Québec. Les voies de chemin de fer, les lignes électriques, en agroforesterie par exemple. Et depuis Printemps silencieux, le DDT a été interdit aux États-Unis et au Canada. On a banni d'autres pesticides comme la dieldrine et l'aldrine, considérés comme des polluants organiques persistants et très très toxiques pour les humains. Et de manière générale, on n'utilise plus d'aussi grand volume qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les ingrédients actifs sont plus efficaces à petite dose, malgré le fait qu'il y en a quand même qui sont très toxiques à très faible dose. Reste tout de même. Au Québec, on a quand même des usages importants des pesticides. On ne voit pas de réduction suffisante qui pourrait diminuer fortement le risque sur la santé environnementale et la santé des écosystèmes. On utilise des pesticides sur des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles au Québec. Il y a environ 3 millions de tonnes de substances actives pesticides qui sont déversées chaque année dans l'environnement au niveau mondial. Et celui qui connaît la plus forte croissance, le glyphosate. C'est le pesticide le plus utilisé au monde et de très très loin. Santé Canada souhaite rehausser l'utilisation du glyphosate dans les cultures de céréales et de légumineuses. La quantité de ce pesticide pourrait doubler et même tripler pour certains types de denrées. C'est eux qui te vendent un produit, mais c'est eux aussi qui te conseillent. Quiconque comprend ça se dit, mais il y a un conflit d'intérêts flagrant. Un scientifique nommé l'an dernier pour conseiller Santé Canada sur les pesticides claque la porte. Il démissionne puisqu'il craint que son rôle en tant que coprésident procure un faux sentiment de sécurité pour les Canadiens. La majorité des études sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour prendre ces décisions sont actuellement produites par les fabricants de pesticides eux-mêmes. Et tant que la tendance ne sera pas inversée, on doit s'inquiéter. C'est pas évident de démêler la situation actuelle. Si les femmes ont partagé de nombreuses victoires depuis 60 ans, l'actualité nous montre qu'il y a aussi des reculs et que les améliorations ne sont pas constantes. Les gouvernements prennent des décisions qui ne vont pas assez rapidement ou parfois pas toujours dans la bonne direction. Allô, Laure ? Aujourd'hui, on est le 30 mai 2024. De passage à Montréal, j'ai parlé de ces réflexions à ma collègue Laure. Elle m'a invitée chez elle pour en discuter. Allô, comment ça va? C'est cool de te voir en vrai. Ben oui. Viens, on peut se mettre en haut si tu veux. À Vigilance OGM, on travaille en équipe. Et si c'est ma voix que vous entendez principalement, la réalité, c'est que mes collègues m'aident énormément. Avec Laure, on a l'habitude de refaire le monde dans nos pauses thé le jeudi après-midi. Avec son bagage et son expérience dans le milieu environnemental, c'est la personne parfaite pour m'aider à prendre un peu de recul avec tout ça. Je te sers du thé? Oui, s'il te plaît. Puis, ça se passe comment ce dernier épisode? Tu te sens comment?
Je sais pas trop. J'ai réécouté beaucoup là, ce que les Rachel, elles m'ont partagé. C'est vraiment du contenu super pertinent. J'ai appris plein de choses. Et le nom du balado, quand on l'a choisi, on voulait qu'il y ait un peu une touche positive. C'est des Rachel qui changent le monde. Mais en même temps, c'est tellement pas un sujet facile. Genre, on dirait qu'on n'est pas vraiment dans la bonne direction. Bon, même si, j'essaye de garder espoir. Je t'avoue que mon sentiment à moi aussi, il est très partagé dans où est-ce qu'on s'en va versus où est-ce qu'on devrait en être. On sait qu'on n'est pas à la hauteur, collectivement, je veux dire, face à la crise climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Après, tu vois, on travaille dans un milieu qui vise à faire avancer ces choses-là, à être dans l'action, à dénoncer l'inaction, mobiliser. Fait que ça aide à faire tourner ton hamster sur autre chose que de l'inquiétude. Je te dirais que ce qui est encourageant, c'est aussi qu'on sait ce qu'il faut faire. D'abord, ne plus financer directement ou indirectement l'usage des pesticides en agriculture, intégrer des critères écologiques dans l'ensemble des programmes de soutien aux agriculteurs, mettre beaucoup plus d'agronomes sur le terrain, dans les champs, passer par des prescriptions agronomiques pour valider la nécessité d'épandre des pesticides, étudier la formule commerciale des pesticides et pas juste l'ingrédient actif. Et Rachel, elle le disait, ces choses-là. La première alternative, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics fassent enfin le boulot qui est le leur, notamment de faire une analyse complète et rigoureuse de l'ensemble des substances qui vont être utilisées. La plupart du temps, les évaluations sont vraiment basées sur des études sponsorisées par l'industrie. Les études ne sont pas systématiquement vérifiées par les pairs. En ce moment, l'industrie est trop proche des firmes de toxicologie qui font les tests pour eux. Ça prendrait des études commandées par les gouvernements et non uniquement par l'industrie. C'est un processus qui est critiqué de toutes parts, même par les vérificateurs généraux du Canada, par de nombreux scientifiques indépendants. Les tests aussi sont faits d'habitude pesticide par pesticide. Nous sommes exposés à plusieurs pesticides en même temps, puis les interactions, le fameux effet cocktail dont on parle souvent, ça, c'est pas évalué par les tests. Les études ont été fournies par les compagnies qui démontrent une innocuité environnementale, une innocuité sur la santé humaine. Ils sont homologués. Sur la supposition, il a fallu faire la démonstration qu'il y avait un impact. C'est vraiment juste la molécule active qui va être évaluée du point de vue toxicologique. Il y a l'ingrédient actif, puis il y a souvent d'autres ingrédients aussi qui font partie du mélange, par exemple des adjuvants. Donc, dans ce sens-là, des tests toxicologiques qui sont faits par l'industrie ne donnent pas le portrait complet là, de tous les risques. Les droits d'utiliser, c'est-à-dire les pesticides qu'on appelle homologation, bien, c'est fait à peu près à chaque 15 années. Souvent, la recherche, ce qui est difficile, c'est le transfert aux producteurs. C'est de leur amener l'information pour qu'après ça, ils puissent prendre les décisions éclairées. C'est sûr qu'au Québec, il y a quelque chose qui est assez gênant, qu'un agronome pouvait à la fois donner une recommandation et vendre des pesticides. La recommandation devrait être non liée. Et puis qu'enfin, le Canada cesse d'avoir autant de substances toxiques interdites à peu près partout ailleurs, qu'on s'aligne sur l'Europe. Là, pour l'instant, en agriculture, on subventionne très largement certaines cultures, dont le maïs et le soya OGM, qui vient aussi avec le combo Roundup. Donc, on encourage l'utilisation des herbicides et ces monocultures-là, de ces cultures qui servent surtout à nourrir des animaux. Et ça n'a pas permis d'éliminer la faim dans le monde. Même que parfois, nous, on va dans la mauvaise direction, en fait. Le gouvernement considère augmenter des limites maximales là, de résidus de glyphosate, tandis qu'ailleurs dans le monde, on tente de légiférer de plus en plus de manière stricte parce qu'on reconnaît les dangers pour nos droits humains, les dangers pour la biodiversité. Ouais, en fait, on connaît surtout les failles du système. En attendant, on a quand même eu des victoires. Genre, il y a de plus en plus de villes qui adoptent des réglementations sur les pesticides. De manière générale, il y a de plus en plus de sensibilisation de la part des scientifiques. Les perceptions évoluent du côté des agriculteurs, des agricultrices. En fait, si je réfléchis à ce que tu dis sur les victoires, à date ou souvent, c'est plutôt des victoires de papier qu'on a. Tu sais, quand on annonce un truc en grande pompe qui te donne à croire que tu as gagné quelque chose, mais que finalement, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, reconnaissance de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle liée à l'exposition aux pesticides. L'étude scientifique sur laquelle le gouvernement s'est basé indique 4 autres maladies au même niveau de présomption de lien. Alors pourquoi en mettre une et pas toutes ? Scientifiquement parlant, ça n'a pas vraiment de sens. Après, avec cet ajout, c'est sûr, on met le pied dans le cadre de porte, et ça c'est cool. Mais aussi,
Les conditions pour faire reconnaître sa maladie, c'est là où le bas blesse. Elles sont tellement restrictives que ça fait qu'on soutient pas grand monde au final. Et 2 ans après cet ajout, il n'y avait encore aucun agriculteur qui était reconnu pour sa maladie. Ouais, c'est vrai. Je comprends la notion de victoire de papier. Ou quand Geneviève Labrie, elle me parlait de la prescription agronomique des néoniques, qui est une bonne nouvelle, mais au final, on se retrouve à utiliser d'autres molécules en remplacement. Est-ce que c'est comme aussi une victoire de papier ? Ouais, mais tu vois, depuis, on a fait une vraie victoire. Toutes les semences en enrobage sont maintenant encadrées. Et donc, on a arrêté de pelleter le problème par en avant. Les molécules de transfert et les futures molécules de transfert que l'industrie pourrait mettre sur le marché sont elles aussi sous prescription. Pour vrai, des fois, je suis même étonnée de cette victoire-là. Je ne l'ai pas vue arriver. Puis j'espère qu'on n'a rien manqué, genre une astérix à quelque part qui dit que c'est pas bien. Donc ça, c'est une vraie victoire. À date, ouais. Tiens, pour résumer cette ambiguïté sur le « où est-ce qu'on s'en va », je vais te raconter l'histoire des limites maximales de résidus. C'est une affaire qui a eu lieu avant que tu arrives à Vigilance OGM, et ça m'avait pas mal occupée. Pour gérer notre exposition aux pesticides, le gouvernement fédéral y détermine une limite, une quantité maximale de résidus de pesticides qui peut rester sur nos aliments. Il en détermine une pour chaque pesticide sur chaque aliment. En 2021, on découvre qu'il veut augmenter les seuils de glyphosate sur plein de nos aliments. Tempête médiatique, les gens sont vraiment pas contents. Le glyphosate, ça fait réagir. Dans la foulée, on apprend quelques jours plus tard qu'il y a aussi des augmentations d'autres pesticides sur les petits fruits. Et là, grosse coupe, on a appris, via une demande d'accès à l'information, que ce sont les vendeurs de pesticides qui ont fait toutes ces doléances-là au gouvernement. Mais pourquoi ils ont voulu augmenter ça ? Pour faciliter les échanges commerciaux et augmenter, au bout du bout, la vente de pesticides. Tout ça, ça éclate genre la veille de la fin des consultations. Ça a fait un effet boule de neige. Les élections sont dans pas long et les libéraux, ils n'ont pas envie de traîner ce qui pourrait être une belle casserole. Alors, ils font ce que tout le monde ferait. Ils coupent le rond sur lequel la casserole brûle. L'annonce est faite. Le gouvernement recule et suspend les décisions sur les augmentations de glyphosate. Et pour se refaire une santé, la ministre annonce en grande pompe un processus de transformation de l'agence qui réglemente les pesticides, l'ARLA, à 42 millions de dollars. C'est gros, vraiment gros. Bref, dans cette histoire-là, on est clairement un des acteurs. Un acteur de changement. Puis ça, c'est hyper encourageant. Mais ça, c'est un sacré dossier. Et mettons, concrètement, ça a été quoi, vos actions ? Je te dirais surtout de repérer qu'il y a une consultation en cours sur le dossier. Puis pour faire mousser le sujet, des coups de fil aux journalistes. Mais aussi des affaires plus flyées. Genre, on a distribué des autocollants à plein de bénévoles. Puis ils étaient collés sur des aliments ciblés par l'augmentation de la LMR. Et là, il y a des gens de partout au Québec qui ont répondu à l'appel. Au total, il y a plus de 5000 autocollants qui ont été distribués et collés par genre 150 bénévoles mobilisés. C'est fou la réponse de la population. Ce qui était fou, c'est qu'on aurait pu penser que c'était des jeunes qui auraient participé, mais la plupart, c'était des personnes plus âgées qui n'avaient jamais fait ça de leur vie et qui sont finalement vraiment sorties de leur zone de confort. Puis à la fin, elles en redemandaient. Tu sais, il faut quand même aller dans ton épicerie, discrètement poser les autocollants dessus, gérer l'employé s'il te voit faire et puis qu'il n'est pas content. On a aussi fait une fausse circulaire, une sorte de publicité. Fait que, au lieu de mettre les prix des aliments, on mettait les augmentations de pesticides en valeur. Bonjour, savez-vous que le gouvernement va bientôt autoriser plus de pesticides dans votre alimentation ? On a un flyer là qui explique... Il y a plein de gens qui en ont distribué. Pas mal les mêmes que ceux qui ont mis des autocollants. On a transformé ça aussi en affiche d'abribus. Puis là aussi, ça a été installé en catimini sur des panneaux. On a fait aussi des classiques participation massive aux consultations. Puis à ce moment-là, à Vigilance OGM, on est genre 2-3 employés. Et oui, c'est fou l'impact de ce que ça peut faire le leadership de quelques personnes. À refaire ce qui s'est passé à ce moment-là, je vois pas tant ce que je ferais différemment pour mieux faire. On était dans les médias et ça a poussé le gouvernement à intervenir. Puis tu sais, tantôt, tu me parlais du processus de transformation de l'ARLA. J'en avais un peu entendu parler, mais est-ce que ça a abouti depuis ce temps ? Non, c'est toujours en cours. On reste vigilant. Mais j'ai vraiment peur que l'éléphant accouche d'une souris. Désolée pour l'expression. Dans les couloirs des congrès sur les pesticides, ce qu'on entend, c'est « Ah, faut donner la chance aux coureurs », puis tout. Et je pense que c'est vraiment ça en ce moment. Donc en gros, pour le moment, on ne sait pas trop si le gouvernement va dans la bonne direction. C'est ça.
certains discours vont dans le bon sens, mais il y a aussi eu le coprésident du comité des scientifiques indépendants qui a démissionné avec une lettre ahurissante qui dit que le système d'homologation des pesticides est obsolète ou qu'il ne voulait pas faire croire par sa présence aux Canadiens et Canadiennes que le gouvernement était en train de les protéger. Bref, il avait peur d'être instrumentalisé et questionner l'intention de Santé Canada derrière ce processus. Instrumentalisé dans le sens... Parce que lui, c'est un scientifique indépendant et reconnu, et que ça aurait pu favoriser la perception et la confiance de la population. Ça laisserait à croire qu'il valide tout ce que fait le gouvernement. Des fois, on utilise l'image des gens à des fins spécifiques, et les lobbies, ils font beaucoup ça. Je te resserre? Ouais. Ouais, désolée, j'en mets toujours à côté. Alors, je peux pas m'empêcher de me dire, elle est où l'entourloupe ? On sait que les lobbies ils sont hyper organisés avec des stratégies de très très long terme et qui se protègent avec tout un arsenal. L'arsenal financier, l'arsenal juridique, les uns et dans les autres. Pour vrai, ils ont des stratégies hyper sournoises et ils ont beaucoup d'argent pour les mettre en place. Oui, ça c'est vraiment fou. Stéphane Nietz, la spécialiste sur les lobbies que j'ai rencontrée, elle m'en a parlé aussi. Donc, ce qu'on sait avec l'industrie des pesticides au Canada, c'est qu'ils exercent une pression très forte. Souvent, les moyens financiers sont inégaux. Et c'est ce qui fait que les accès aux décideurs publics sont parfois inégaux également. Donc les lobbies sont là, ils veillent au grain, et dans la guerre, s'ils perdent une bataille, et on peut dire que c'est le cas en 2021 sur les seuils de pesticides, ils ont le temps et les capacités d'attendre pour reprendre leur influence plus tard, quand la poussière sera retombée. Et si je reviens sur mon histoire des limites maximales de résidus de pesticides, il y en a une dans Tourloupe malheureusement. L'année dernière, le gouvernement a annoncé la reprise des consultations qu'il avait suspendues pendant 2 ans. Et on sait qu'ils veulent rattraper le retard des 2 ans de pause d'ici la fin de l'année 2024 en accélérant le rythme des consultations. Et in fine, il y en aura sur le glyphosate, même s'ils savent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec. Et pourquoi au Québec spécifiquement ? Il y a quand même une grosse opposition sur la question des pesticides au Québec, on le sent, puis je pense que c'est en environnement en général, une sorte d'intérêt plus marqué. Puis ça se voit dans la couverture médiatique de la LMR. Elle est quasi nulle dans les médias canadiens, anglophones, mais énorme au Québec. On est genre le village gaulois qui résiste. On prend ça comme un compliment. On l'a même lu dans un des rapports annuels de Crops Live, qui se passe de quoi au Québec. Et puis Thibault, il en était pas mal fier. Extrait du rapport. Le Québec a connu des développements inquiétants, comme l'interdiction des pesticides en milieu urbain à Montréal et l'adoption du projet de loi 102, qui vise à moderniser la loi sur les pesticides. Donc, à Vigilance OGM, on a dénoncé, l'année dernière, la reprise des LMR. Pour vrai, les 2 premières consultations proposaient de décupler par 200 et par 10 les précédents seuils. Ça n'a aucun sens. Et c'est franchement pas futé de leur part. On n'est juste pas en corrélation avec les discours de réduction et de réduction des risques comme ils aiment en parler. Et là encore, en regardant dans les documents des consultations, on apprend que c'est un vendeur de pesticides, Syngenta, qui a fait la demande pour les 2. Tout ça malgré le processus de transformation de l'ARLA. Bref, Santé Canada, il n'a pas vraiment compris le cœur du scandale qui l'a frappé en 2021. On ne veut pas plus de pesticides et on ne veut surtout pas que ça soit l'industrie qui dicte nos règlements. C'est pas un enjeu de communication comme semble le croire Santé Canada, qui finalement s'attarde plus à savoir comment nous vulgariser les concepts, mais bien des questions d'éthique et de valeur. C'est une problématique plus sombre et interne de Santé Canada, plus complexe aussi. C'est l'écoute que Santé Canada porte aux industriels. L'enjeu crucial lorsqu'on parle de lobbyisme et de légalité ou d'éthique autour de tout ça, c'est vraiment l'écoute et l'accessibilité. Et on le voit malheureusement très souvent, certains lobbies ont plus de présence, ont plus d'omniprésence auprès des politiciens que d'autres préoccupations plus citoyennes, plus environnementales. Donc, il est fondamental que tous les porteurs d'intérêt, autant la grande organisation que le citoyen qui cogne à la porte de son député, puissent avoir accès aux décideurs publics. C'est le fondement de notre démocratie. Et ça, peu importe les moyens financiers qui sont à leur disposition. On va parler souvent de questions monétaires ou de questions économiques,
bien que ce soit important, d'autres considérations doivent également être prises en considération. Ça prend un certain courage politique de la part des gouvernements qui devraient, enfin on s'attend à ce qu'ils priorisent la santé des citoyennes et des citoyens par rapport aux intérêts économiques. C'est là où un gouvernement a plus de difficultés à générer des équilibres qui soient vraiment portés pour la société et portés par une vision à long terme. À différents niveaux, je pense, l'État, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou provincial, faillit à son obligation, en fait, de protéger nos droits puis de s'assurer que vraiment, c'est ça sa priorité. Il y a d'ailleurs d'autres Rachel qui changent le monde qui travaillent sur cette thématique-là, ici au Québec. Cette Rachel-là, elle s'appelle Marie-Hélène Bacon. Elle bosse avec Louise Vandelac que tu avais rencontrée. Donc elle va travailler au CREPA? Ouais. Elle étudie ce qu'on appelle la capture réglementaire. Ça, c'est quand une agence gouvernementale, censée protéger l'intérêt public, en vient à considérer que son rôle est de protéger l'industrie. Elle faillit ainsi à sa mission. Puis elle travaille sur la question des pesticides au Canada pour enseigner le phénomène. C'est même pire que ça. Il y a tellement de portes tournantes depuis tellement longtemps que tout ce monde-là, finalement, ils finissent par faire de l'entre-soi. Et c'est rendu maintenant comme une sorte de culture commune. Genre, t'as plus besoin de faire du lobby. Il y a un mot que j'aime bien, qu'une humoriste française a inventé. C'est Nicole Fenroni pour la nommer. C'est la lobitomie. Se faire lobotomiser, c'est quand on se fait lobotomiser par un lobby. Ça, c'est quand même une belle comparaison. Et j'avais entendu dire par Louis Robert, le lanceur d'alerte, en parlant des lobbies, justement, qui sont forts que parce qu'on est à genoux. Puis tu sais, c'est quand même gros cette capture réglementaire-là, mais je me dis qu'il y a bien des trucs quand même pour pas qu'on reste à genoux. Je me questionnais l'autre jour avec du monde sur la question de savoir d'où est-ce qu'on arrivait à avoir le plus d'impact pour défendre des enjeux environnementaux dans la société. La personne, elle avait fait le switch entre politique, association environnementale et tout, et elle m'a répondu en parlant d'un concept de boule. J'ai trouvé ça intéressant. Genre, il y aurait toujours quelqu'un qui est en haut, qui est dans l'actualité, qui influence la prise de décision, mais que cette boule, elle tourne tout le temps. Et que ça me faisait penser sur la question des pesticides, comme sur d'autres dossiers, il faut qu'on se coordonne entre plein d'acteurs pour garder ces momentum forts afin d'espérer avoir des avancées. Que le sujet soit plus souvent sur le haut de cette boule grâce à l'intervention de multiples interlocuteurs présents les uns à la suite des autres. Parce qu'on le voit bien, c'est quand il y a un dossier qui dure et perdure sur la place publique qu'on arrive à faire intervenir les politiques. Ça prend la mobilisation des associations environnementales, des citoyens et aussi des politiques. Mais pas seulement ceux au pouvoir, là, je parle de l'opposition à l'Assemblée, aussi des journalistes, des chroniqueurs, puis des scientifiques. Ils ont tellement une place importante. Les agriculteurs, ceux qui sont victimes des pesticides, puis les lanceurs d'alerte aussi, comme Geneviève ou Louis Robert, puis en son temps, Rachel Carson. La clé du succès, c'est d'être bien organisé. Puis ça prend un effort de tous les partis pour que ça fonctionne. Puis d'aller chercher les meilleurs experts possibles aussi, d'aller chercher des avocats, des biologistes, des scientifiques pour être bien documentés et faire de la bonne science, d'aller chercher aussi les savoirs traditionnels, les savoirs locaux et traditionnels des peuples autochtones, des experts dans leur milieu. Ça peut être des fermiers, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des personnes en foresterie, mais qui sont reconnus pour leur expertise. On constate qu'on peut faire trembler notre système de réglementation bien établi. C'est un peu comme pour la viralité des contenus sur les réseaux sociaux. L'algorithme, tu sais pas trop comment il fonctionne. Et le secret de la recette, il est pas si clair. Mais je pense qu'il implique forcément une dynamique durable entre la mobilisation citoyenne et celle des classes politiques et journalistiques. L'alchimie, elle est différente à chaque fois, à chaque scandale. Et ça peut jouer sur un détail, le fait que ça prenne ou que ça prenne pas. Le rebond sur une autre actualité, un contexte. Que des choses que tu peux pas vraiment planifier. Et le truc, c'est que ces détails-là, qui changent beaucoup la donne, ils sont pas forcément en notre possession. Fait que l'idéal, c'est de réussir à les saisir, d'être capable de les saisir, d'être prêt. En fait, ça me fait un peu penser à la mobilisation. Tu sais, on sait comme jamais trop quels sont les ingrédients qui font que les citoyennes et les citoyens ils vont décider de se mobiliser sur ce dossier-là, pas un autre. Mais c'est clair que je pense, dans tous les cas, il faut que la personne se sente concernée par le sujet et que ça nous touche personnellement. Puis dans le cadre de l'alimentation et des pesticides, je pense que c'est quand même assez le cas. Ouais, et peu importe la personne qui parle sur la place publique, c'est l'écho qu'on en donne qui est important aussi et qui va venir rallier le monde. D'où la nécessité de la mobilisation citoyenne forte.
Les gens doivent être conscients de l'importance de chacun des gestes qu'ils posent comme citoyens. Chaque personne a le pouvoir aussi de faire un impact. Les citoyens et les citoyennes peuvent aussi se faire entendre. Il ne faut pas hésiter de le dire quand on a des craintes. Quand on voit un problème, je pense que c'est important de se mobiliser pour décrier le problème puis que ça soit connu. Quand les citoyens et citoyennes font des demandes, partagent des préoccupations, ça a beaucoup de poids, beaucoup plus qu'on pense. Et c'est important que ça soit apporté à l'œil de nos gouvernements. Et si en plus on est nombreux et de manière répétée à le faire, c'est sûr que le message passe davantage. Il est crucial que les groupes citoyens, les groupes environnementaux fassent contrepoids en initiant eux aussi des démarches stratégiques d'influence. Les citoyens peuvent faire contrepoids au lobby. Les groupes environnementaux disposent d'un pouvoir immense pour se faire les porte-voix des revendications citoyennes. Parmi ces citoyens qui se mobilisent, il y a des personnes clés qui vont influencer l'histoire. Tu l'as vu, c'est les lanceurs d'alerte. Genre un ingrédient magique qui a de quoi faire trembler l'ordre établi. Elles ont un pouvoir incroyable parce qu'elles fédèrent l'opinion publique et qu'elles embarquent du monde dans la mobilisation. Puis tu sais, l'authenticité, l'éthique, quand il s'agit de la défense de l'intérêt commun, ça peut être hyper rassembleur. Mais je me dis que les victimes des pesticides, par exemple, tu sais, eux, ils ont le courage de partir en procès contre l'industrie. J'imagine que ça fédère aussi. Ouais, puis si on y regarde bien, c'est pas mal similaire dans le fond. Genre une personne qui se met sur la place publique pour dénoncer, soit en parlant à des journalistes ou soit en intentant un procès. Mais ce que je sais, c'est que ça coûte cher humainement parlant. Genre, ça change radicalement ta vie, puis t'embarques ton entourage avec. Je me rappelle de Geneviève Paul, qui est juriste et la directrice du Centre québécois du droit à l'environnement. Elle m'a parlé de la jurisprudence. C'est quand il y a eu les premières victoires de procès contre l'industrie, notamment aux États-Unis. Puis ça a créé comme un précédent et ça ouvre la porte à des milliers d'autres procès. Et je pense que ça a vraiment beaucoup d'impact. On a besoin de plus de législation parce qu'on ne peut pas s'attendre non plus à ce que les citoyens se tournent vers les tribunaux là, quand ils sont, par exemple, victimes là, de cancer. C'est très coûteux, c'est à armes complètement inégales. C'est vraiment, là, on parle vraiment de bataille à David contre Goliath. Et dans tous les cas, à la base, on ne devrait pas avoir à se rendre devant les tribunaux si nos gouvernements remplissaient vraiment leurs obligations. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'accès à l'information et qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être faites au niveau de la protection des lanceurs d'alerte. On devrait, selon moi, renforcer la législation pour limiter l'influence de l'industrie et garantir vraiment l'indépendance dans les prises de décision gouvernementales. Le droit est influencé par les structures de pouvoir en place. Donc, pour moi, le droit, c'est en constante mouvance et il est comme le résultat des forces de la société. Fait que c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait une participation citoyenne forte pour pouvoir influencer le droit. En tant qu'individu, en tant que citoyen, on peut être capable de faire tellement. Au-delà de nos actions individuelles, on peut faire preuve de leadership. Puis ça, ça décuple par 1000 ton impact. Ben vraiment. Puis juste quand je vais à mon conseil municipal, ça a de l'impact. Et les femmes, elles le disent aussi. À travers ma job, j'en vois plein des citoyennes, des citoyens qui développent une expertise. C'est vraiment malade là parce qu'ils travaillent sur ces sujets des fois depuis des années. Puis ils vont eux-mêmes dans leurs conseils municipaux pour demander à leurs élus d'adopter des réglementations sur les pesticides. Et ça paye vraiment. Une nouvelle aujourd'hui, la ville de Montréal qui a décidé d'encadrer strictement l'utilisation, la vente de pesticides. Dès le printemps 2024, la ville de Québec va resserrer son règlement sur les pesticides. Il y a Gatineau qui veut interdire la vente et l'utilisation de pesticides de synthèse à des fins esthétiques. Gatineau veut aussi interdire le glyphosate que vous connaissez peut-être parce que c'est dans le Roundup. La ville emboîte donc le pas de 160 autres municipalités de la province. En tout temps, une loi qui est adoptée peut être rendue plus sévère par l'ordre de gouvernement inférieur. Ouais, puis c'est l'essence de notre campagne « Ma municipalité sans pesticides ». Tu sais, ça me donne aussi de l'espoir de voir le leadership qu'on est capable d'avoir avec Vigilance OGM, en tant qu'OBNL, avec une équipe si petite. On est flexible, efficace, ingénieux, puis pas mal dans l'humour. Genre quand on fait des vidéos avec des humoristes. Ouais, on a fait ça avec Christian Vanas. Mais il y a aussi les fois où on est sur le terrain. Avec Thibaut, une fois, on a patenté des clés et on a été dans les bureaux de Scrap Life. Puis on a toqué et ils ont ouvert. Et on leur a offert les clés en disant « Hey, bravo, vous avez les clés du ministère », tellement ils travaillent main dans la main.
Dans le même déplacement, ça c'est drôle, on avait été mettre des autocollants, des logos des compagnies des pesticides, c'est Bayer, Monsanto et tout, sur les panneaux d'affichage de Santé Canada. Genre, vous travaillez tellement ensemble que c'est comme s'ils étaient rendus chez vous, c'est un peu comme si vous aviez des bureaux. Genre, ils vous sponsorisent, genre. Ouais, vous êtes au même endroit, quoi. On avait été aussi faire des tags en même temps à la craie, à côté des bâtiments de Santé Canada. Bon, là, j'avais poussé un peu le bouchon loin à la fin. Et tu sais, on faisait nos tags à chaque fois sur le sol. Puis là, je disais à Thibaut, hey, ce serait le fun, tu sais, pour la photo, que ça soit sur le mur du bâtiment, ça rendrait mieux et tout. Non, faut pas faire ça. C'est de la dégradation, tu sais, d'un bâtiment fédéral et tout. Fait que il y a le gars de la sécurité qui est venu nous voir. Mais il était vraiment chill. Il voyait bien que, on avait bien raison avec nos revendications. Puis, 2, que le tag, il s'effaçait quand même facilement en mettant de l'eau dessus. Mais quand on jasait et qu'on essayait de faire descendre la pression, la semi-pression, plutôt sur ses bosses à lui, là, à un moment, il voit un panneau avec nos autocollants, des logos des lobbies sur le truc de Santé Canada. Puis il nous dit « Hey, c'est vous ça aussi ?» Puis là, on fait genre les gros surpris. « Oh non, c'est pas nous et tout. » Mais bon, je pense qu'il a deviné. Il nous avait promis de devenir membre. On attend toujours. Peut-être que s'il écoute un jour le balado des Rachel qui change le monde, il va faire comme « Ok, je vais le prendre, mon membership. » Pour vrai, je pense que c'est genre un peu un passage obligé quand on travaille pour Vigilance OGM. Je me rappelle, ça faisait à peine quelques mois que j'avais commencé. Puis, my God, on était en train de faire des tags sur les murs du bureau de Monsieur Duclos, qui était à l'époque le ministre de la Santé du Canada, en fait, de Santé Canada, justement. Puis, on a dû expliquer à la police qui nous a interpellés que c'est bon, on ne dégrade pas vraiment l'espace public. Puis, on a aussi nettoyé les murs parce que c'est des tags à la craie. Mais tu sais, en vrai, je me dis, dans ce genre de moment-là, waouh, tu sais, c'est ça, ma job. Je me sens vraiment chanceuse que ma job professionnelle, c'est d'être, genre, militante professionnelle. Et, tu sais, je me sens vraiment alignée avec mes valeurs. Tu sais, je me lève à chaque matin et je me dis, je travaille à faire une différence. On fait une différence. Ouais, puis de se dire qu'on est un caillou dans la chaussure de l'industrie. J'aime des fois dire que t'es genre à leur rencontre du lundi à 10h, là, il y a des fois un petit ordre du jour. Vigilance OGM a dit que, a fait que. ça me fait bien plaisir. J'aimerais ça pour vrai. Sinon, sans rire, un des trucs les plus efficaces que tu peux faire, c'est quand tu fais de l'enquête. Tu regardes des documents, tu fais des demandes d'accès à l'information. Big up à Thibaut Rennes, qui en fait plein sur toutes. Mais c'est là que tu découvres, noir sur blanc, l'action des lobbies et que tu peux en parler aux médias. Ça fait des beaux scandales. Les médias doivent jouer leur rôle de chien de garde, en rester à l'affût des cas d'influence indue, dénoncer ces cas-là. De faire connaître les enjeux au grand public. Puis là, c'est là que les médias peuvent rentrer en jeu avec le devoir de diffuser l'information. Et c'est ça qu'on fait, en fait. On dévoile finalement ce qui n'est pas éthique, pas transparent ou pas scientifique. Des fois, j'ai l'impression que notre job, c'est surtout réagir à ces scandales. Ou même de les dévoiler. Il y en a tellement. Genre qu'un fichier pour des consultations porté par le gouvernement du fédéral et visant la création d'un nouveau règlement appartient en fait à l'industrie. Tu sais, genre dans les paramètres de Word, là, le fichier appartient à Madame Crops Life. Un jour, il y a aussi Thibaut qui a reçu 229 pages complètement caviardées en réponse à sa demande d'accès à l'information qui demandait « C'est quoi les études scientifiques sur lesquelles tu te bases pour augmenter les limites de résidus de pesticides ?» On a fait une demande d'accès à l'information, on a reçu une feuille complètement caviardée. C'est inadmissible que les pouvoirs publics refusent à des chercheurs d'avoir les données sur les pesticides utilisés. Juste des pages blanches. Ouais, puis c'est pas la seule histoire. En agrochimie, loin de là, c'est pas forcément juste sur les pesticides. Il y a une nouvelle technique pour faire des OGM. Alors, les gouvernements du monde entier, ils devaient valider une nouvelle réglementation pour les encadrer. Dans une demande d'accès à l'information, on a pu mettre en évidence que le gouvernement travaillait main dans la main avec les lobbies pour écrire les 10 règlements, mais aussi les stratégies de communication, les éléments de langage, pour faire passer tout ça en amont des consultations. C'est capoté. Fait que, dans le fond, le nerf de la guerre et le point commun sur tous les sujets qu'on traite, c'est ça. Le poids des lobbies de l'industrie de l'agrochimie sur les décisions gouvernementales.
qui respecte ni la science ni l'éthique et qui est en rien transparent. Et encore pire, qui manipule et ment dans l'intention de poursuivre ces activités. Ils ont plein de techniques pour parvenir à leur fin. Stéphanie et Geneviève, elles m'en ont parlé. Dans un monde qui est de plus en plus complexe, il arrive fréquemment que la science ne fasse pas nécessairement consensus. L'industrie a eu recours à des moyens un peu questionnables. Par exemple, recours à des études bidons, présentées comme répondant aux critères scientifiques, recours à des influenceurs ou à des fausses ONG rémunérées en fait par l'industrie, décrédibilisation des opposants ou encore placement des représentants de l'industrie sur certaines instances décisionnelles ou certaines instances de conseil. Il y a aussi donc des techniques plus sournoises qui existent, comme les fameuses portes tournantes en politique, qui permettent à des individus qui sont issus du secteur privé et donc de l'industrie de migrer vers le secteur public pour éventuellement retourner dans le secteur privé par la suite. Certains des gros procès aux États-Unis ont mis en relief, à travers les Monsanto Papers, des stratagèmes absolument immoraux, les mots me manquent, là, mais pour faire ce qu'on appelle des études fantômes. Le fantôme, en fait, c'est l'employé de Monsanto qui rédige le papier, mais qui ne le signe pas, le papier. Et après ça, on a rémunéré des scientifiques là, pour cautionner ces études-là. Pour donner finalement un vernis de scientificité. Et c'est fou de réaliser que, tout comme pour l'industrie du tabac ou pour les changements climatiques, les entreprises, elles savent, puis souvent des années et des années avant tout le monde, la dangerosité de leurs actions. Puis leurs réactions, s'arranger pour minimiser leur impact. Pourtant, les enjeux sont majeurs. On parle de gens atteints de maladies graves, d'effondrement de la biodiversité, de dérèglement du climat. C'est des morts, tout ça. On en est même rendu à se poser la question hyper drastique des capacités de vie humaine sur la planète. Et on n'arrive toujours pas à rompre avec le système. Et malgré l'évidence du « ils savaient » et de leur intention dans la manipulation de la science, de l'opinion publique, ils restent autour de la table, dans les cercles décisionnels, et ils empêchent le changement nécessaire de s'opérer. Pour le glyphosate, on l'a découvert dans les Monsanto Papers en 2017. On peut suivre dans des échanges de courriels et des documents que Monsanto, il était au courant des risques potentiels sur la santé associés au glyphosate et qu'ils ont travaillé à minimiser ces risques dans le discours public et scientifique. Un autre fait intéressant, c'est d'observer l'attaque frontale qu'ils ont orchestrée pour contredire et affaiblir le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parce que, au contraire de la majorité des agences réglementaires, l'Agence des Nations Unies a jugé le glyphosate, le pesticide le plus vendu dans le monde, génotoxique, c'est-à-dire qu'il endommage l'ADN, cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. Ouais, mais là, comment tu peux remettre en question le travail des Nations Unies? Tu sais, c'est fou, ça me semble pourtant, intouchable. Ils ont largement tenté de discréditer l'agence en les accusant de conflits d'intérêts. Ils parlaient de motivation cachée. Les scientifiques du groupe d'experts indépendants qui ont classifié comme cancérigène probable, ils se sont fait intimider par les avocats de la firme. Ils ont fait des pressions sur les régulateurs, les médias, les journalistes pour favoriser des articles favorables. Ils ont poussé des études qui contredisaient les affirmations du CIRC et ils ont tenté de les faire signer par des scientifiques renommés. Ils ont même agi en vue de fragiliser les financements de l'agence de l'ONU. C'est pratique, tu coupes à la source. En fait, on dirait que l'histoire, elle fait juste se répéter entre Rachel Carson, Printemps silencieux, qui subissait déjà ces pressions-là. En fait, les lobbies, ils sont de partout, c'est mondial, puis ça fait très longtemps. Oui, et sur un ton plus triste par rapport à ta quête, on a appris l'influence de Monsanto sur l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Puis elle t'est familière parce que c'est l'agence qui a été créée dans la foulée de la sortie du livre de Rachel Carson. Ouais. Bref, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces pratiques-là sont pensées depuis longtemps. Et même notre système d'évaluation des pesticides, il a finalement été co-construit avec les vendeurs de pesticides. Puis les règles, sans grande surprise, elles sont à leur avantage. On évalue sur la base des études fournies par l'industrie, alors que c'est un cas évident de conflit d'intérêts majeur. Les études, elles sont pas accessibles, sont pas rendues publiques, parce que c'est un secret industriel. Et on évalue sur des études qui portent seulement sur un seul des ingrédients, l'ingrédient actif, genre le glyphosate dans le Roundup.
et pas sur tout produit qui est commercialisé et épandu. Ce que certaines études ont montré, des études indépendantes, où là, on a vraiment analysé l'effet combiné de l'adjuvant et du glyphosate, on voyait qu'il y avait des effets toxiques qui étaient beaucoup plus prononcés que si on avait juste testé le glyphosate. Oui, puis c'est vrai que Maryse, elle m'en a parlé, qu'on est exposé à plein de molécules chimiques différentes. Et les impacts sur notre santé de ces interactions, elles sont même pas étudiées, ni même les interactions entre différentes composantes d'un même pesticide. C'est l'éléphant dans la pièce. Dans le fond, c'est faux de penser que la science, elle sera capable d'étudier toutes les interactions entre tous les ingrédients. On est rendu à devoir se tourner vers l'application d'un principe de précaution. Que les industriels et encore l'oreille de nos dirigeants, malgré toutes ces révélations, ça dépasse l'entendement. Et toi, t'as de l'espoir, genre, je veux dire au quotidien, quand tu vois passer tous ces sujets? Écoute, c'est dur de répondre. On va vraiment dans le mauvais sens. Ce que je retiens, c'est qu'on arrive à amener des sujets sur la table. Que collectivement, on devrait se réconcilier avec le leadership qu'on est capable de porter, de créer. Il faudrait qu'on se l'approprie un peu plus. Mais c'est hyper exigeant. On se bat tous pour du temps d'attention, du temps dans nos vies. Et si tu regardes les nouvelles, il y a plein de sujets. Je pense aussi qu'on devrait plus adresser la question du lobbyisme sur la place publique. Ça m'affecte vraiment de voir que même sur des décisions qu'on prend aujourd'hui, on n'arrive pas à aller dans le bon sens, pas assez. On vit avec celles qui ont été faites depuis des années, et c'est rude de les modifier, le jeu est mis en place. Mais on prend encore des décisions qui défient l'entendement. Puis j'aimerais vraiment ça, qu'on soit dans une société qui laisse plus passer ça. Les problèmes dont on fait face là, de pollution viennent de cette volonté là, de vouloir trop réduire et dominer la nature, alors que la nature, elle est extrêmement complexe. Ça prend une vision où la Terre, on est responsable de la Terre et non pas juste des utilisateurs qui bénéficient des ressources de la Terre. Si les gestionnaires peuvent avoir une approche mais plus large et avec plus d'amour, je dirais, de respect pour la Terre, on serait en bien meilleure situation que de penser au profit et l'économie des corporations là, comme Monsanto, etc. Là. À mon sens, ce qui joue contre nous, c'est que d'un côté, il y a une mobilisation à créer sur plein de sujets pour défendre l'intérêt commun, et de l'autre, il y a la défense de l'intérêt privé. Mais c'est qui défend l'intérêt commun? Mais pour moi, c'est un peu la job du gouvernement, justement. Ouais, et dans ce sens-là, faut pas oublier de soutenir les élus lorsqu'ils font des bons coups. Enfin, on l'oublie un peu parfois, et là, je pense beaucoup au niveau municipal. S'il y a un espoir en ce moment pour qu'on change les choses face aux enjeux environnementaux, c'est par la voie du municipal. Et ici, faut penser à aller défendre les élus qui proposent des choses ambitieuses, nécessaires, et qui font face au mécontentement de la population, parfois vraiment sévère. Pas facile de changer, et on va en avoir besoin de travailler sur notre résilience collective. Se retrouver seul à défendre l'intérêt commun, c'est vraiment rude. Oui, puis tu sais, c'est vrai, quand tu parles du municipal, c'est vraiment le gouvernement de proximité, puis elle me le dit, Claire Bolduc. Ouais, fait que parmi les 8 milliards d'êtres humains qu'on est, on fait comment pour se réveiller le matin et se dire que, bah oui, on a un rôle à jouer? On se rassure forcément en se disant, bah il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui va le faire. C'est pas inné. Et si tu te poses la question inverse, c'est qui défend les intérêts privés? Ben, c'est là que tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile de s'organiser quand c'est toi qui vas bénéficier de la chose. En fait, c'est ça le lobbyisme. C'est l'excellence dans l'organisation de la défense des intérêts privés sur l'intérêt commun. C'est bien plus facile de s'organiser à très peu, avec plein d'argent, pour des gains financiers démesurés, même si l'objectif est de bafouer notre droit commun à un environnement sain. Dans notre système capitaliste, c'est devenu la norme, c'est ce qui est encouragé. C'est comme la seule façon de penser. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Et dans tout ça, on a malheureusement donné de plus en plus de droits aux entreprises privées, puis ça nous bloque pas mal dans les décisions qu'on doit prendre face aux crises. Et Geneviève Paul, elle le dit ça, qu'il faudrait vraiment beaucoup plus légiférer ces entreprises-là. Mais en même temps, tu sais, pour nous, c'est tellement pas évident d'être au courant de tout. Genre, il y a des milliers de sujets qu'on pourrait critiquer et sur lesquels on devrait être informé. Ouais, comme si toi, tu devrais savoir qu'en ce moment, il y a des entreprises avec des intentions pernicieuses qui vont à l'encontre du bien commun, qui sont en train de travailler big time, sans crier sur tous les toits, sur la consultation B37-8 sur je ne sais quoi, qui va privatiser le vivant ou je ne sais quoi. Moi, le matin, quand je me réveille, il y a personne qui me le dit qu'il y a de quoi qui se passe aujourd'hui.
Et même en tant que groupe, c'est pas facile d'avoir l'info. Et encore là, on est chanceuse. Notre travail, il nous permet de nous donner du temps pour regarder ces affaires de consultation. Même si on le voit bien que le gouvernement, il nous épuise à les multiplier. Les consultations, c'est facile, tu peux juste perdre. Si tu participes pas, t'as comme consenti au changement proposé. Si tu participes, ton mémoire, il est tabletté rapidement. Voire, les décisions sont pas mal prises d'avance. Ça devient une étape obligatoire dans le processus gouvernemental qui a pas vraiment l'intention de t'écouser. Heureusement pour nous, le rapport B37-8, il sert aussi pour le rapport B38. Mais sans rire, on continuera toujours à y participer aux consultations. Ouais, c'est important. Et c'est là qu'il y a forcément une déception immense envers nos gouvernements. Parce que l'indéfense de l'intérêt commun, s'il y a une responsabilité à qui ça incombe plus qu'à quelqu'un d'autre, ben c'est eux. C'est eux qui sont censés la défendre. Alors quand tu lis des études sur les instances canadiennes pour l'évaluation des pesticides qui démontrent qu'on est dans un cas de capture réglementaire, bah tu te dis que ça tourne pas rond. Donc sur la question des pesticides, clairement, faut que Santé Canada adresse la question de l'influence du privé. Sans ça, malheureusement, le travail entrepris, il ira toujours dans le mauvais sens. Ça me fait penser à ce que Claire Bolduc m'a partagé dans l'épisode sur le courage politique. Genre que ça aide aussi quand nos élus, ils ont certaines qualités comme la capacité d'écoute, le respect et la capacité de vision, comme la capacité de se projeter dans le futur. On voit pas à moyen terme, on voit à très court terme en politique. C'est malheureux, ça nous fait mal. Comme société, comme collectivité, comme citoyen, c'est infiniment dommageable. Quand on livre l'information, quand on est transparent puis qu'on donne l'information, la documentation appropriée, les gens vont soit beaucoup s'intéresser à un sujet, soit comprendre qu'ils sont dans la transparence puis qu'ils ont peu de préoccupations sur le sujet. À l'inverse, c'est aussi le contrôle de l'information que certains politiciens utiliseront pour éviter que les gens se mobilisent. Ça, c'est malheureux. Quand il y a des décisions à prendre, le gouvernement a intérêt à rassembler tous les acteurs concernés à la même table pour favoriser les discussions. Une vraie cogestion, on va essayer de rassembler les acteurs principaux, puis d'être impliqués dans tous les processus de la réflexion et de la discussion et de la décision. Je pense que c'est à moi maintenant de te poser la question. Comment tu te sens ? Ben, on va pas se mentir, tu sais, c'est rude. Puis, on se le disait hier, je sens bien que j'adresse pas tous les sentiments que génèrent toutes les luttes dans lesquelles je m'implique, que je les écarte vite pour pas les adresser, pour rester en mode opérationnel. Et tu le disais, la prochaine fois que je vais me poser pour vrai, ça va peut-être faire mal. À chaque scandale qu'on sort, en fait, on comprend pas vraiment pourquoi c'est pas suffisant pour qu'on arrive à résoudre la problématique. C'est écrit noir sur blanc ce que font les lobbies. Et dans le fond, on peut faire quoi de plus gros que les Monsanto Papers ? C'est vraiment un non-sens. Mais on y va sans relâche, en se disant que peut-être que c'est cette histoire-là qui sera la bonne, et qu'au pire, on prépare le terrain pour les futurs scandales. On affaiblit. Aujourd'hui, la crédibilité de Santé Canada sur la question des pesticides, elle est basse, très basse. Puis quand t'as déjà fait un processus de transformation pour plus de transparence et que t'es toujours pas transparent, il va bien falloir adresser un problème à un moment donné. Il y a un autre truc qui fait du bien, c'est quand on voit que les scientifiques, ils sortent dans les médias et qu'ils disent la même chose que nous. Tu sais, ça fait une petite tape sur l'épaule qui dit que t'es pas fou. Ce qu'on souhaite, c'est juste que Santé Canada protège pour vrai notre santé. Puis il y a quelque chose qu'on pourra jamais nous enlever. C'est que, dans le fond, on a raison. Qu'on le fait pour les bonnes choses et qu'on est du bon côté de l'histoire. Il faudrait vraiment des changements plus radicaux dans la société. On ne pourra pas impunément continuer de nous empoisonner de la sorte. C'est tout à fait inadmissible. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont les subir. Dans plusieurs des communautés autochtones, c'est de penser aux 7 prochaines générations. Dans la réalité du monde politique, c'est souvent les 4 prochaines années. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. On devrait pouvoir avoir des aliments sans pesticides, ou en tout cas avec beaucoup moins de pesticides partout.
et que ce soit accessible. Il existe des alternatives qui essaient tant bien que mal de se développer, mais qui, si elles ne sont pas soutenues, vont rester malheureusement dans la marge et puis vont reporter sur des épaules de gens qui en font une mission de vie. Tout le monde que je connais qui fait ça comme métier le fait vraiment de façon missionnaire. Pour moi, la seule agriculture qui fait du sens, c'est pas rien qu'elle soit bio, c'est qu'elle soit diversifiée avec une approche préventive, de proximité aussi. Pour moi, ça fait aucun sens du bio qui doit parcourir des milliers de kilomètres. Finalement, tu sais, les écosystèmes qu'on vénère en bio, qui sont en équilibre, en harmonie, chaque personne dans l'écosystème joue son rôle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important qu'un autre. Puis c'est un peu ça, tu sais, l'idée du mouvement écoféministe, c'est de s'inspirer, tu sais, des écosystèmes pour créer des structures sociales basées sur la collaboration, l'entraide, la solidarité, et non pas sur la compétition et que le plus fort gagne. On veut que les gens soient plus que des consommateurs. On veut qu'ils se sentent concernés par l'agriculture, qui est finalement, l'agriculture, c'est notre résilience alimentaire à nous tous. Je suis en route pour Bécomo et ma tête est encore remplie de la discussion avec Laure, de toute cette quête. Lorsque j'avais rencontré la dernière Rachel, la biologiste Catherine Lambert-Kwazumi, elle m'avait partagé une vision des communautés Mi'kmaq qui l'inspirait. La vision Etwaptumunk, si je le prononce bien, du docteur Marshall, ou Two-Eye Seeing, la vision à 2 yeux, qui consiste à voir d'un œil les points forts des connaissances autochtones et de l'autre œil celles des connaissances occidentales, puis apprendre à utiliser ces 2 yeux ensemble. La cogestion semble être une des clés pour la suite du monde, et je pense que ça m'apaise. Mes apprentissages. Après 2 ans, je suis arrivée à la fin de ma quête. Depuis le début, je me questionne souvent sur ma légitimité à prendre la parole, à faire toutes ces rencontres. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai parfois encore, même aujourd'hui, que je suis pas une scientifique, que j'ai pas étudié dans le domaine et que j'ai peut-être creusé que 5% de toute la complexité de l'enjeu. En plus, on n'est pas toutes et tous égaux face aux pesticides. Le temps manque. Tout le monde n'a pas les moyens de consommer local et biologique. J'aimerais que le gouvernement protège l'ensemble de la population, parce que c'est une question de justice sociale. Ces femmes, toutes différentes et si inspirantes, elles m'ont fait réaliser qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être une experte pour passer à l'action. On a le droit de s'indigner pour les injustices qu'on sent dans nos tripes. Même si ça ne doit pas juste reposer sur nos épaules, il y a une place citoyenne dans ce dossier. Il y a une place pour moi. Il y a une place pour toi. J'ai compris qu'il faut qu'on protège la santé des oiseaux, des écosystèmes, de nos amis, de nos familles, de nos enfants et futurs enfants, du Québec et même du monde entier. Protéger les agricultrices et les agriculteurs qui sont les mains liées par ce système agro-industriel. Et pour y arriver, on peut toutes et tous être une Rachel qui change le monde. Chacun peut s'engager selon son champ d'intérêt, son expertise, et c'est en train de se passer. Les groupes citoyens, les gens se mobilisent. L'intelligence collective, la force du groupe, c'est tellement puissant. Au cours de cette quête, j'ai découvert quelques clés qui m'aident concrètement au quotidien. Puis je pense qu'elles ont renforcé la flamme du changement déjà présente dans mon cœur. 1. S'informer. 2. Se mobiliser pour faire contrepoids au lobby. Et 3. Soutenir l'agriculture qu'on veut voir grandir. S'informer parce qu'on s'informe jamais trop d'un sujet. L'éducation de toutes les générations est très importante et les Rachel, elles sont unanimes là-dessus. Intéressons-nous à chaque maillon des écosystèmes pour les respecter. Devenons les yeux et les oreilles des scientifiques pour les aider à mieux comprendre le monde. Partageons ce balado pour informer notre entourage. Recommandons-le à nos élus. Le site internet de Vigilance OGM, les médias, sont aussi de bonnes ressources pour nous tenir au courant de l'actualité et suivre ces dossiers. Se mobiliser, parce qu'en tant que citoyenne et citoyen, il y a plein de façons de s'engager. Voter, participer aux séances municipales de nos villes et celles de nos MRC, saisir toutes les opportunités pour participer aux consultations, quel que soit le palier, cogner à la porte de nos élus et faire part de nos préoccupations, poser des questions, exiger un suivi, parce qu'ils et elles ont le devoir de nous écouter. On peut aussi écrire au ministère et interpeller la fonction publique quand on pense qu'ils ne remplissent pas leur fonction.
On a le pouvoir et même le devoir de prendre part à la vie démocratique. Ces nombreux espaces mis à notre disposition, on doit les prendre pour s'exprimer. Et Claire Bolduc m'a dit que la politique, c'est la vie de tous les jours. Exercer son droit de vote, c'est le premier geste, parce qu'au final, on élit les personnes qui vont ensuite écrire, modifier, abroger les lois. Et ces lois-là, elles ont un impact direct dans nos vies. Au contraire, c'est les citoyens indifférents qui servent le mieux les lobbies, parce qu'on doit se mêler de nos affaires. Elle m'a aussi dit qu'on doit toujours faire valoir notre point de vue. Et si on a quelque chose à mettre en valeur, comme idée, comme opportunité ou comme préoccupation, on doit le faire. C'est une responsabilité, car le jour où on laisse aller, c'est nous qui avons perdu. Collectivement, on peut devenir membre des groupes en environnement comme Vigilance OGM, relayer leur travail et répondre aux appels à l'action, participer aux manifestations, signer des pétitions, comme le manifeste Sortir du glyphosate, qui propose 15 revendications pour sortir de notre dépendance aux pesticides. Pour vrai, allez le signer. Ces groupes, c'est des véritables porte-parole de l'intérêt commun, qu'ils représentent dans différents comités, commissions, devant les ministres et autres figures d'autorité. C'est un contrepoids indispensable. On peut aussi rejoindre un groupe citoyen qui partage les mêmes valeurs que nous, comme à Québec, Gatineau ou Trois-Rivières, où ils et elles sont plusieurs à travailler fort pour pousser leur municipalité à adopter des réglementations ambitieuses sur les pesticides, ou s'inspirer de notre campagne « Ma municipalité sans pesticides », une vraie boîte à outils pour nous aiguiller. Toutes ces actions contribuent à l'échelle de pression du changement et les démarches judiciaires en cours en font partie, que ce soit des procès de victimes contre une multinationale ou encore la contestation de l'homologation d'un pesticide, comme le glyphosate actuellement. Et soutenir, parce qu'on doit prendre conscience que si on veut manger des aliments sains et biologiques, il faut que quelqu'un les produise. Et il y a souvent des équipes de fermiers et fermières qui travaillent très dur pour nourrir la communauté. Véronique Bouchard m'a dit qu'actuellement, on voit un mouvement de fermes maraîchères qui cessent leurs opérations parce que c'est une production qui n'est pas assez rentable et ils se tournent à la place vers du maïs-soya parce que c'est une production qui est soutenue par le gouvernement. Mais on a besoin d'eux maintenant, dans 10 ans et encore dans 60 ans. Alors soyons solidaires avec nos maraîchères et maraîchers. Soutenons l'agriculture diversifiée à petite échelle parce que c'est un modèle gagnant pour toutes nos communautés. Soutenons la relève agricole, replaçons les savoir-faire paysans au cœur de la production alimentaire. Encourageons l'agroécologie, enseignons les savoirs alimentaires à nos enfants et à toutes les sphères de la société. Et finalement, prenons soin de nous, de celles et ceux qui donnent de leur temps, qui militent, qui s'engagent. Merci à vous. Contente de te voir. Salut Willow. Après tout, le choix nous appartient. Si après avoir beaucoup enduré, nous faisons enfin prévaloir notre droit de savoir, et si renseignés, nous estimons vains et dangereux les risques que l'on nous demande de prendre, n'avons-nous pas le droit de rejeter le conseil des gens qui veulent empoisonner notre monde? Et ne pouvons-nous choisir l'autre route, celle du salut? Et toi, est-ce que tu la sens, ta flamme du changement? Vous venez de terminer la série Balado des Rachel qui changent le monde. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté et suivi cette quête citoyenne. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux et à recommander ce balado. On dira jamais assez merci à ces 10 femmes inspirantes qui nous ont partagé leur expertise, leurs combats et luttes. Louise Van Lac, Geneviève Labrie, Louise Hénoétier, Lise Parent, Véronique Bouchard, Maryse Bouchard, Stéphanie Yetz, Geneviève Paul, Claire Bolduc et Catherine Lambert-Kwazumi. Merci pour votre travail au quotidien. Vous changez le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Merci aux femmes des coulisses, à ma collègue Laure Mabilo, qui a toujours les bons mots, qui m'inspire, qui a fait rayonner le balado, avec qui j'ai eu la chance de préparer ce dernier épisode et qui prête sa voix à Rachel Carson. À Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado, pour ta confiance et ton écoute.
à Léa Villalba, notre journaliste chevronnée, qui a prêté un œil objectif à cette quête citoyenne et fait la prise de son. Merci à Pauline Steve, notre illustratrice, qui a su créer des portraits engagés pour ces femmes dans la lignée de Rachel Carson. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis, qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol, de Bleu Forêt, coop de communication. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz. Et parce qu'il y a aussi des hommes qui changent le monde, merci à mon collègue Thibaut Rennes, coordonnateur de Vigilance OGM, qui a cru et soutenu ce projet, qui m'a partagé son expertise, son réseau d'experts et qui prête sa voix à l'industrie dans cet épisode. Merci à Jean-Philippe Villemur, notre magicien du mixage, et merci à Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale, compagnon de son et de bons conseils. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot Média, où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous souhaitez nous faire un retour ? Écrivez-nous à mobilisation@vigilanceogm.org. Enfin, merci à Rachel Carson, car ton travail a traversé le temps.